L'armée. À quelle date l'organisation policière de la répression cède-t-elle la place à l'organisation militaire? Il n'est pas facile de le dire. Cependant, pendant longtemps, le gouvernement crut avoir affaire à un simple soulèvement tribal, justiciable précisément de mesures de police. Commode hypocrisie. La guerre d'Indochine n'avait-elle pas été présentée tout au long de son histoire comme une simple opération de police? En Algérie, il semble que cette expression ait été prise au sérieux. Alors que la légalité était constamment violée, un certain formalisme juridique était respecté. Jacques Soustelle le raconte, et il faut, semble-t-il, le croire. Au début de l'insurrection, un fêlé, rebelle, était-il tué? Aussitôt le parquet ouvrait une enquête comme s'il se fût agi d'un meurtre en temps de paix, et le juge d'instruction faisait comparaître officiers et tirailleurs tout étonnés, souvent indignés d'avoir à répondre de leur conduite au feu comme d'un crime ou d'un acte criminel. Le 20 août 1955. Il faut cependant se rendre à l'évidence. En liaison avec les Marocains, qui commémorent le 2e anniversaire de la déposition du sultan Sidi Mohamed Ben Youssef, les insurgés algériens se manifestent soudain dans l'ensemble du Constantinois. 71 Européens, hommes, femmes et enfants, sont massacrés à Philippeville et dans la région. En réponse, les parachutistes exécutent sur place plus d'1 millier de rebelles et de suspects entre parenthèses. Un colonel de parachutistes, le colonel Meyer, qui participera à la bataille d'Alger, reçoit les pleins pouvoirs civils et militaires à Philippeville pour contrôler la répression. Des mechtas sont détruites de fond en comble, des hommes, des femmes et des enfants massacrés. Du coup, la guerre prend un tour nouveau. Le gouvernement Edgar Faure décide le 22 août 1955 de rappeler à l'activité une fraction des disponibles, entre parenthèses, de la classe 52. 2. Moins d'1 an plus tard, en avril 1956, le gouvernement Guy Mollet rappelle l'ensemble des disponibles. Il y avait moins de 60 000 hommes en Algérie le 1er novembre 1954. Une armée de 500 000 hommes y est désormais installée, auxquelles viennent s'ajouter des formations supplétives européennes et musulmanes. Dès lors, le problème de la torture va changer de nature. Il ne s'agit plus des exploits de quelques policiers ou de quelques officiers particulièrement brutaux. C'est l'ensemble de la jeunesse française qui va être confrontée avec ce problème. Non pas, bien entendu, que le million et quelques de jeunes Français qui ont servi en Algérie aient tous participé à des scènes de torture. L'accusation serait absurde. Elle n'a d'ailleurs jamais été formulée. Et seuls les hommes au pouvoir, en particulier Guy Mollet, ont feint de croire qu'elle l'avait été pour pouvoir mieux la réfuter. Mais la torture a pris alors une telle extension qu'elle ne pouvait pas ne pas poser un problème pour l'ensemble des jeunes Français appelés en Algérie. Et surtout parce que la guerre d'Algérie, telle qu'elle était pensée et organisée sur le terrain, ne pouvait plus guère se concevoir sans la torture, ni sans la présence de la masse des jeunes appelés de la métropole. La guerre que mène le FLN est, par nature même, une guerre révolutionnaire. Moins peut-être par les objectifs économiques et sociaux proclamés par les dirigeants de l'insurrection. Ils resteront toujours assez imprécis, que par la technique du combat. L'enjeu d'une telle guerre, les techniciens français de la guerre subversive n'ont pas eu tort de le dire, c'est la conquête de la population. Faire en sorte, en usant au besoin des méthodes les plus sanglantes,
exécution des collaborateurs de l'armée française, châtiment physique de ceux qui n'obéissent pas aux ordres donnés, par exemple, celui qui est interdit de fumer, que dans chaque ville, et plus encore dans chaque mechta, qui est un groupe d'habitation rurale, dans chaque douar, chaque Algérien soit convaincu que la cause du FLN est sa cause. Tel a été l'objectif majeur de l'insurrection. Dès la deuxième moitié de 1956, ce but a été largement atteint. Les anciens partis et le mouvement rival de Messali Hadj en voie d'élimination. L'ALN, ses unités militaires parcourant le Djebel et ses réseaux terroristes ne sont qu'un des moyens d'action de la guerre révolutionnaire. Le contact avec la population, notamment avec la population paysanne, s'établit au niveau de l'organisation politico-administrative, l'OPA, qui regroupe les responsables de chaque ville, de chaque mechta, de chaque douar. Un ancien d'Algérie, qui a publié un témoignage lucide sur ce qu'il a vécu, évoque ainsi l'OPA. Elle est chargée de la propagande, de la collecte des fonds, des renseignements du ravitaillement et de l'hébergement des unités de l'ALN. Deux passages auxquels elle doit fournir des guides. L'OPA est tout à la fois une milice locale armée, le mouvement politique chargé d'entraîner les masses algériennes et la cinquième colonne contre l'armée française. L'OPA en Algérie, c'est le groupe d'enfants qui jouent à côté de vous, ces femmes qui vont chercher de l'eau à la fontaine, ce commerçant qui, voyant beaucoup de gens, connaît bien des choses, ce harki supplétif en qui vous avez la confiance la plus totale. Partout, l'OPA a ses informateurs, ses guetteurs, dont la mission est de rapporter à un responsable la moindre information intéressante sur les mouvements de l'armée d'occupation. Partout, l'OPA, en coopération étroite avec l'ALN, dispose de caches dans des grottes, des souterrains, des abris et des stocks de ravitaillement et de munitions. La guerre d'Algérie va être une guerre de renseignement au sens militaire du terme. Menée contre une population solidement encadrée, un tel type de guerre peut difficilement se passer de la torture. Cela est vrai dans le bled. Peu importe de savoir, par des observateurs ou des observations aériennes, où évolue l'ennemi. Si on ne sait pas où il se ravitaille, quelles sont ses cachettes. Cela est vrai dans la ville. Les réseaux terroristes ne sont démantelés que si, par-delà les exécutants facilement remplaçables, on parvient aux responsables, aux détenteurs des stocks d'armes ou de bombes. La guerre d'Algérie va donc essentiellement être une lutte contre l'OPA. Dans chaque ville, dans chaque mechta, dans chaque douar, l'organisation rebelle doit être détruite, la population prise totalement en charge. Pour une telle entreprise, le vieil appareil policier en place au moment de l'insurrection est inefficace. Il n'est plus possible de compter sur les anciens caïds musulmans pour avoir en main une population docile. Au quadrillage de l'OPA va donc répondre le quadrillage de l'armée. Et c'est pourquoi la présence de tant de jeunes appelés sera nécessaire. Tous, loin de là, ne se battront pas. Peu de soldats se sont en fin de compte battus en Algérie. Mais tous contribueront à imposer au peuple algérien ce carcan sans lequel la guerre n'aurait pu durer 7 ans. Tous contribueront à remporter cette victoire sur le terrain, corollaire de la défaite politique dont le général de Gaulle a parlé si souvent. Face à l'entreprise du FLN, les officiers qui étaient chargés de la lutte sur le terrain, et notamment les officiers parachutistes, ont été amenés à élaborer une théorie de la guerre révolutionnaire. Nombre d'entre eux avaient servi en Indochine et avaient déjà fait l'expérience de la guerre subversive. Ils avaient lu quelques passages de Mao Zedong, appris que le guerriero devait être dans la population comme un poisson dans l'eau.
toutes ces théories appliquées à contre-courant et dont on a beaucoup plaisanté en France à cause de l'indigence intellectuelle de nombre de colonels théoriciens avaient cependant un fond sérieux. C'est le colonel Argoud qui fut de 1957 à 1960 chef d'un secteur de l'Algérie, puis chef d'état-major du corps d'armée d'Alger, avant de devenir au début de 1961 un des fondateurs de l'OAS, qui a le mieux exprimé, dans une série d'articles, de conférences, de notes, de services, ce qu'il y avait de plus cohérent dans cette théorie. Antoine Argoud résumait sa pensée par ce qu'il appelait le triptyque: protection, engagement, contrôle. Protéger la population, c'est d'abord éliminer le corps étranger que représente aux yeux des chefs militaires l'organisation rebelle. Cette élimination ne saurait s'accommoder des formes classiques de la justice. Antoine Argoud devait le dire le 21 décembre 1960 pendant une audience à huis clos du procès des barricades. Ayant commandé un secteur à l'Arba pendant la bataille d'Alger en 1957, ne voulant pas appliquer la justice mise à ma disposition parce que j'étais responsable des vies humaines, civiles ou militaires. Je fusillai, après une enquête précise, serrée, aidé par les inspecteurs de la police judiciaire, les assassins ou les responsables sur la place publique. Une telle opération devait être renouvelée fréquemment. Argoud le disait lui-même. Dans une petite ville de l'Algérie, l'OPA s'est reconstituée 10 fois en 3 ans, bien qu'il ait été procédé à des exécutions sur la place publique. Seule l'élimination de l'OPA, c'est-à-dire, pour reprendre une expression de Germaine Tillion, la destruction systématique de toutes les cervelles du XXe siècle, dans ce pays sous-développé qu'était l'Algérie, permettra de faire des musulmans une masse docile et malléable, parce que cette élimination supprime le lien qui unit la population à la rébellion. Pour protéger la population, pour pouvoir l'administrer, il faut la regrouper. 500 000 hommes ne peuvent pas, en effet, être partout dans l'immense territoire algérien. Aussi, faut-il concentrer les nomades, faire descendre les montagnards dans la plaine, les installer dans des zones faciles d'accès que l'on entourera éventuellement de barbelés, quitte à leur donner un aspect concentrationnaire, quitte à faire mourir de faim les regroupés, chasser des zones d'où ils tiraient leurs maigres ressources. Dans une population ainsi, entre parenthèses, protégée, il faut susciter des engagements. Une partie de la population musulmane doit être contrainte à collaborer à la répression. Parmi les maquisards prisonniers, on s'efforce de recruter au besoin par la force, contre promesse de la vie sauve et d'une bonne solde des supplétifs, les harkis. Avec ces supplétifs, une contre-guérilla peut être organisée. De plus, les basses besognes leur seront confiées. Ainsi que les Allemands l'ont fait si souvent pendant la guerre en Pologne avec les Ukrainiens, en France avec les miliciens. Les officiers français pouvant ainsi garder les mains propres. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.